Bonjour Hélène Mellerio, vous êtes Bonjour. pédiatre et médecin de l'adolescence à l'hôpital Robert Debré à Paris et vous faites partie de l'équipe de la plateforme de transition Advenir, qui est une plateforme de l'hôpital Robert Debré et qui est dédiée à la transition des jeunes patients de la pédiatrie vers les soins adultes. Sur le site de la plateforme Advenir, on peut lire que le changement entre le service pédiatrique et le service adulte, c'est pas forcément facile, ni pour les adolescents, ni pour les parents, et qu'il y a un risque de perte de suivi des soins pour les jeunes qui ont une maladie chronique. Et on va revenir un peu plus tard sur ce qu'est une maladie chronique. Et ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que c'est une maladie de longue durée. Et les plateformes de suivi accompagnent les adolescents dans cette étape, et plus globalement apportent un accompagnement à la construction d'un projet global, professionnel, social et familial. Donc vous êtes au contact du public adolescent et jeunes adultes. Et avant d'aborder la question spécifiquement des adolescents atteints de maladies chroniques, j'aimerais aborder l'adolescence de manière générale. Et parmi les auditeurs du comptoir, c'est plutôt des jeunes adultes et étudiants. On pourrait croire que c'est plus l'adolescence qui sont plus concernés, mais selon les études récentes, c'est l'adolescence commencerait à partir de 10-12 ans et puis pourrait continuer jusqu'à 24-25 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'adolescence du point de vue cérébral et pourquoi ça dure plus longtemps que la puberté, les changements physiques ? Alors, l'adolescence, elle va être rythmée par les changements pubertaires qui enclenchent le processus psychique qui va opérer. Et pendant cette adolescence, l'adolescent, il va accomplir les tâches développementales de l'adolescence, c'est-à-dire l'individualisation avec des remaniements identificatoires. Il se place comme un individu pensant qui pose des choix. Il y a la sexualisation avec l'acquisition évidemment de la fertilité, mais aussi le développement du désir, la question de la désirabilité, un nouveau statut pour le corps, que ce soit pour le jeune ou pour l'environnement, et l'autonomisation, qui va être l'idée d'intégrer le fonctionnement du monde et trouver une place dans une société en tant qu'adulte qui sait subvenir à ses besoins. Et en fait, le déroulement de cette adolescence, il va varier beaucoup d'une personne à l'autre en fonction de l'âge d'entrée à la puberté et du rythme de développement pubertaire, mais aussi de l'environnement. Il n'y a pas d'adolescence sans culture. On dit que l'adolescence, c'est la réponse d'une culture à la puberté. Et donc, c'est pour ça que l'adolescence n'est pas la même dans les différents endroits du monde et à différentes époques. Et en fait, selon l'OMS, l'adolescence, ça va de 10 ans à 19 ans, c'est-à-dire que ça démarre un petit peu avant la puberté, avant les changements corporels de la puberté, mais on observe déjà des changements dans la sociabilisation du jeune qui s'apparentent à l'adolescence. Et puis, il y a même des définitions qui proposent de garder la définition d'adolescence jusqu'à 24-25 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'acquisition d'une maturation cérébrale complète, d'une maturité cérébrale complète. Parce qu'en fait, ce qui est une des caractéristiques de l'adolescence, c'est qu'il y a une asynchronie dans la maturation cérébrale entre le système limbique, qui est le système des circuits de la récompense, des circuits dopaminergiques, circuits du plaisir, qui va maturer plus vite que le cortex préfrontal, qui est vraiment le lieu du jugement, de la rationalité, de la prise de décision. Et c'est pour ça qu'on a quelquefois des comportements un petit peu particuliers, si on peut dire, à l'adolescence, avec une place des émotions, de la recherche de plaisir, qui est très, très première par rapport à la rationalité, quelquefois, des comportements. Parce que vous parlez du fait que c'est aussi trouver sa place dans le monde et tout. Ça, c'est des choses qui peuvent continuer bien après l'adolescence. Mais ce qui fait que c'est particulier, donc, du coup, c'est ces éléments chimiques un peu qui se passent dans le cerveau, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui, exactement. Il y a évidemment l'idée d'habiter le monde, trouver sa place dans le monde, c'est le chemin d'une vie, c'est à toute étape de vie, c'est une question qui revient et qui prend des formes différentes selon les circonstances, mais à l'adolescence, ça va jouer d'une manière particulière parce qu'il y a vraiment un changement d'identité en fait. À l'adolescence, on change de peau, en fait, on va revoir tout ce qui a été construit dans l'enfance pour le mettre de côté et voir ce qu'on prend pour
arriver à un statut d'adulte. Donc, on va avoir un changement des repères familiaux, des repères idéologiques, pour s'approprier les choses, pour se construire et se forger une identité, une personnalité autonome et mais pensante. du coup, si on est un peu victime de ces changements qui se font de manière chimique, est-ce que c'est possible de prendre des décisions entre si l'adolescence se termine à 19 ans, on est déjà censé avoir choisi ses études supérieures. Est-ce qu'on est apte à prendre ces décisions dans ce contexte-là? Alors, le cortex préfrontal, il fonctionne avant l'adolescence. Hein, Ouais. il n'est pas complètement mature, mais heureusement qu'on est capable de prendre des petites décisions quand même en tant qu'enfant, même si évidemment on les prend à la mesure de notre âge. C'est vraiment un processus qui est continu et qui est très variable d'une personne à l'autre. Donc, on voit bien qu'il y a une maturité dans la prise de décision, pour reprendre juste cet élément, qui va être très variable d'un jeune à l'autre et qui peut être pensée au départ sur des décisions qui ne sont pas forcément des décisions d'une vie, qui peuvent être des décisions qui s'inscrivent dans un temps plus court ou sur des questions qui sont moins engageantes pour le long terme, quoi. C'est sûr qu'il y a il y a des questions qui sont compliquées à trancher quand on est plus jeune, même s'il peut y avoir une compréhension de certains mécanismes. Il y a peut-être une difficulté quelquefois à cerner l'ensemble des enjeux à certain âge et qui va s'améliorer avec le temps. Donc, Okay. Et justement, vous disiez, on va choisir pendant cette période ce qu'on garde de notre éducation, de ce qu'on a reçu. Quel est le rapport aux parents qui s'instaure de manière générale dans cette période? Alors pour les parents, l'adolescence, c'est vraiment le temps où ils voient leur enfant s'éloigner, prendre des distances et prendre des responsabilités, expérimenter, s'entourer petit à petit un peu plus des pairs, c'est-à-dire des personnes qui vont prendre une grande place dans leur vie. On le voit, ça peut être avec des contacts en vie réelle ou sur les réseaux dont les jeunes commencent à s'emparer à cet âge-là. Et ça permet aussi d'assumer ses goûts, ses choix. Et alors, d'un côté, on a le jeune qui voit peu à peu ses parents comme des personnes ordinaires qui peuvent être plus décevants, leurs défauts, qui cherche à se détacher de cette famille qui n'est plus du tout le cœur de son existence. Il passe à un autre cercle. Et Winnicott parle même de meurtre parental symbolique. Winnicott qui est Pardon, Winnicott, c'est un pédiatre qui a beaucoup travaillé sur le développement de l'enfant et de l'adolescent dans les années 60-70. Merci. Qui est une grande référence. Et le jeune, il acquiert son propre réseau de sociabilité, il acquiert une intimité, une vie secrète qui est quelquefois pas très bien vécue et en tout cas pas forcément partagée avec les parents. Et puis ça va pas sans conflit, sans frottement au quotidien, sans grande crise. Parfois, on parle de crise de l'adolescence, mais c'est des crises quelquefois, plus. Et ça peut mettre une source d'inquiétude quand il y a vraiment des prises de risques ou quand il y a une séparation qui est mal anticipée par les parents, parce qu'il y a quand même un deuil de l'enfant à faire pour les parents, même s'il y a un lien qui se retisse, un lien nouveau. Et une parentalité à jouer, mais sous une forme un peu différente. Et le métier des parents, c'est d'apprivoiser cette distance qui est nouvelle, dans les meilleures conditions, et qui permet aux jeunes de trouver cette place dont on parlait dans la société. Et pour les parents, il s'agit aussi de se souvenir que l'adolescence, ça ne va pas sans mouvement, mais la grande majorité des ados va bien. Donc, finalement. C'est rassurant. Parlons maintenant des adolescents qui sont atteints de maladies chroniques. D'abord, en définition, qu'est-ce qu'une maladie chronique et combien de personnes ça concerne en France ? Alors, il n'y a pas de définition consensuelle de la maladie chronique de l'enfant et de l'adolescent. Mais on peut retenir que c'est des maladies qui durent en général plus de 6 mois, quelquefois à vie, et qui requièrent des soins particuliers qui sont supérieurs à ce qu'un enfant de cet âge requiert. Il y a d'autres définitions qui proposent de retenir l'impact sur le fonctionnement au niveau des activités, au niveau social de cette maladie ou de ce handicap, ou une dépendance vis-à-vis d'un mécanisme compensatoire, que ce soit un traitement ou un dispositif médical, un régime, etc.
Ces maladies chroniques chez l'enfant et l'adolescent, elles sont bien connues, elles sont très diverses, mais on n'a pas de registre précis pour savoir combien elles sont. Donc on se base soit sur les données autodéclaratives des enquêtes, comme l'enquête HBSC en classe, qui est une enquête qui est faite chez les adolescents au niveau international. Et les données françaises sont tout à fait robustes et intéressantes et montrent qu'il y a 18% des adolescents qui se perçoivent comme porteurs de maladies chroniques ou de handicap. Ces données, elles intègrent toute maladie chronique, toute perception de maladie chronique. Donc, ça va englober aussi des pathologies qui ne sont pas sévères, qui ne sont pas forcément impactantes, et des maladies psychiques. Donc, on utilise aussi des définitions, des chiffres qui sont repris par les institutions et qui vont là se polariser sur les maladies les plus sévères, comme les chiffres de l'assurance maladie, et on estime à 3% le nombre d'enfants ados qui a des maladies chroniques. Ça peut monter à 7 en fin d'adolescence. Voilà. Ok. À titre d'exemple, est-ce que vous pouvez nous donner juste 2-3 maladies deux, trois noms de maladies pour qu'on sache de quoi on parle pour faire coller avec la définition? Alors, dans les maladies chroniques, il y a les maladies comme la mucoviscidose, la drépanocytose, le diabète de type 1, la maladie de Crohn, les arthrites chroniques juvéniles, les enfants qui bénéficient de greffes, notamment de greffes rénales, de greffes cardiaques. Il y a toutes les malformations qui peuvent concerner un organe ou plusieurs zones du corps. Donc, les syndromes polymalformatifs qui peuvent être potentiellement des maladies génétiques. Et puis, dans les maladies chroniques, on inclut aussi toutes les situations de handicap, c'est-à-dire pour lesquelles il n'y a pas forcément de traitement, mais il y a une limitation fonctionnelle ou une limitation sociale et qui peut aller jusqu'au polyhandicap. Voilà. Il y a aussi tous les handicaps sensoriels, les limitations sensorielles. Il y a aussi tous les handicaps sensoriels qu'il faut citer et aussi les maladies psychiques. Et parmi les maladies psychiques, on entend, je sais pas, la dépression par exemple, ça rentre dedans ou c'est plus des... Oui, bien sûr. Oui. La dépression, tous les troubles anxieux, il y a les troubles du comportement alimentaire qui sont fréquents aussi à l'adolescence. Et puis les troubles du spectre autistique, tous les troubles neurodéveloppementaux. Voilà. Et puis les handicaps sensoriels également. On peut citer. Ok, donc ça englobe effectivement beaucoup de choses. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un risque de décrochage des soins pendant cette période du passage à l'âge adulte? Est-ce que ça ne devrait pas être l'inverse? Ils deviennent plus matures, donc plus autonomes vis-à-vis de leur traitement et se gérer plus facilement que quand c'est des enfants. Alors, comme on a vu, la maturité, elle n'est pas acquise tout de suite. Et l'âge classique de passage dans les services d'adultes, c'est 17-18 ans, pour des raisons administratives, mais aussi pour des raisons de développement, pour s'adapter aussi au tempo de l'adolescence, parce que ce n'est pas ajusté d'avoir un jeune de 22, 23, 25 ans hospitalisé à côté d'une bronchiolite de 6 mois avec des petits éléphants dessinés sur les murs. Il se retrouve, le personnel n'est pas forcément formé à accueillir les questionnements de ces jeunes adultes et ça peut être compliqué à vivre pour ces jeunes adultes de se retrouver vraiment dans des structures comme ça. Alors, on sait effectivement qu'il y a à peu près un tiers des jeunes, c'est un chiffre très à la louche, mais il y a à peu près un tiers des jeunes qui vont avoir du mal à s'implanter dans les services d'adultes après le départ de la pédiatrie et qui vont avoir ce qu'on appelle un échec de cette transition, que ce soit juste avant l'arrivée en adulte ou juste après l'arrivée en adulte. Et donc, il y a un risque de décrochage des soins, d'arrêt du traitement qui peut aller jusqu'à une survenue de complications de court terme, de décompensation de la maladie, de complications de long terme aussi, qui peut aller jusqu'à la perte du greffon, à une surmortalité qui est bien décrite. Donc, il y a un vrai enjeu. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on a vraiment un double défi. On a le défi de la transition de la pédiatrie au service d'adultes, qui peut se doubler aussi du défi d'un changement de lieu de vie pour les jeunes qui sont en institution. C'est 1% des jeunes en France. Et aussi le défi de l'adolescence, de ces tâches développementales dont on a parlé. Et c'est à la fois une complication et une chance d'avoir ces deux mouvements qui coopèrent, qui se répondent et qui vont faire de cette période une période très particulière et qu'il est nécessaire d'accompagner.
Ce qu'on sait, c'est qu'on a une opposition vraiment frontale entre le processus de l'adolescence et le processus de la maladie chronique du handicap. Dans l'adolescence, on a vraiment... l'adolescence, c'est une période de liberté, c'est une période de croissance. On a un corps nouveau, on acquiert des nouveaux possibles. On grandit, on a une capacité de reproduction, on a une identité différente avec ces tâches dont on a parlé. Tout ça dans une grande liberté, une forme de créativité. Et la maladie chronique et le handicap vont rappeler aux jeunes, en fait, des grandes difficultés avec un corps qui a du mal à grandir, éventuellement un surpoids ou une insuffisance pondérale, une puberté qui arrive trop tôt, trop tard, qu'il faut quelquefois induire. Tout ça a un grand impact sur l'estime de soi, sur la désirabilité qu'on peut percevoir. Il y a aussi toutes les contraintes du traitement, toutes les contraintes de la maladie, le risque que peuvent comporter certains comportements qu'on a d'habitude à cet âge-là et qui entraîne une grande frustration pour l'ado, qui se retrouve vraiment dans l'incapacité de tester ces nouveaux possibles, et on imagine que ça se fait pas sans conflit. Et puis l'adolescence, c'est le moment du temps présent, c'est le moment de l'urgence à vivre et à sentir avec ces émotions qui sont au premier plan et qui rappellent qu'on est dans le temps présent, alors que la maladie, le handicap vont rappeler toutes les questions du long terme, vont projeter à long terme sur des questions qu'on se pose pas forcément quand on a une adolescence classique, les questions de la mort, évidemment, la question de la souffrance et du sens qu'on peut donner à ces situations, mais aussi les limitations qu'on peut avoir en termes de fertilité, de projet parental ou de projet professionnel. Ça, c'est des choses qui sont rappelées aux adolescents, que leur maladie leur fait vivre à ce moment-là précis de leur vie. Ils se projettent déjà Alors, à ce moment-là. En fait, ça va dépendre beaucoup des jeunes. On dit classiquement qu'on commence à se projeter un peu dans l'avenir au début du collège, on va dire 12-13 ans. Et puis petit à petit, on va avoir plus de capacité à projeter. On le voit quand on a des adolescents en consultation de 14-15 ans, ils ont beaucoup de mal à penser même juste leur projet d'études, alors que quand ils ont 17-18 ans, on voit que c'est plus élaboré, ils se connaissent mieux, ils se voient mieux sur le long terme. Donc ça, il y a vraiment un facteur temps, un facteur âge qui est important. Et puis la maladie va donner une forme d'hypermaturité, une accélération de la maturation de ces jeunes. Et on voit quelquefois qu'il y a une grande maturité sur certains plans, comme une capacité de projection, une capacité d'élaboration, de compréhension de certaines choses. Et c'est très, très touchant. Et à l'inverse, quelquefois une grande immaturité, notamment dans la sociabilisation, quelquefois qui est vécue comme une maladresse, une difficulté à comprendre les pairs, à trouver sa place. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu et qui est particulièrement important dans les maladies sévères pour lesquelles il y a eu, par exemple, des hospitalisations très prolongées, donc des absentéismes scolaires, etc. Ce qu'on voit aussi, c'est que ces questions de long terme, elles vont commencer à émerger à l'adolescence. Et c'est intéressant de les accompagner, de les faire exister, de rassurer aussi sur les possibilités qu'il y a sur tous ces chapitres. Et puis le fait que l'adolescent peut prendre son temps pour poser certains choix, réfléchir à certaines choses. Mais on voit surtout qu'il y a les questions quelquefois s'acutisent vraiment à l'arrivée en adulte. Parce que c'est à l'arrivée en adulte qu'il va y avoir une confrontation très forte avec le long terme, une prise de conscience de la chronicité de l'état, de la chronicité de ce problème de santé et de l'impact qu'il peut avoir. Est-ce que c'est aussi le fait de voir d'autres patients plus âgés qu'eux qui ont la même maladie
Exactement. Ça, c'est vraiment très décrit dans la littérature, comme dans les récits des patients, hein, le fait d'être confronté à un visage de la maladie, parfois assez dégradé, puisque c'est le visage qu'on rencontre dans les salles d'attente, donc des patients plus âgés, potentiellement plus malades que ceux qui ne viennent pas à l'hôpital. C'est quelquefois très mal vécu, très violent, et ça, c'est quelque chose qui nécessite d'être verbalisé avec les jeunes. En fait, c'est important de les préparer à ça. Ouais. Et de leur dire surtout ne vous projetez pas. Si vous avez par exemple un diabète ou une maladie de Crohn, vous avez vous bénéficié de traitements qui sont bien plus modernes que ceux qui ont 40 ans de plus et que vous allez croiser dans la salle d'attente. Donc surtout ne vous projetez pas, vous ne pouvez pas vous dire je serai comme ça dans quelques années. Ouais. On parle aussi de changement de culture. C'est vous qui dites ça dans une conférence qu'on peut retrouver sur YouTube. Le changement entre service pédiatrique et le service adulte, c'est un changement de culture. Pourquoi? Et est-ce que vous pouvez nous décrire les spécificités de ces deux cultures, justement? On a déjà commencé un peu à en parler, mais... Oui, vraiment changer d'univers de soins, c'est changer de culture. En fait, en pédiatrie, c'est vraiment un endroit où on se connaît par cœur. Les gens disent souvent que c'est comme une famille, on se connaît bien, on connaît les couloirs, l'enfant est tutoyé, les parents connaissent bien les équipes, ont parfois passé beaucoup de temps, ont quelquefois dormi à l'hôpital. Donc, il y a vraiment une expérience qui passe aussi par l'expérience du corps, qui est très très forte. Il y a beaucoup d'étapes qui ont été franchies ensemble et c'est un endroit où du coup il y a de la compréhension, il y a aussi du non-verbal, il y a du rattrapage. Quand les jeunes viennent pas en consultation, on les appelle, on leur demande comment ça va, il y a vraiment une tolérance et puis une volonté de rattraper, de garder ce lien et de consolider ce parcours, de toujours garder ces jeunes dans un parcours de soins pour leur état de santé. Et puis c'est un endroit aussi où on est un peu à l'abri des complications, donc des formes dégradées de la maladie. On n'en parle pas forcément, on les connaît pas toujours si bien d'ailleurs en pédiatrie parce que les choses évoluent beaucoup et quelquefois on a une perception assez négative du long terme avec telle maladie alors que les choses ont beaucoup bougé. Donc c'est important pour les équipes pédiatriques d'être vraiment actualisées en fait dans leurs connaissances médicales pour transmettre en fait des informations ajustées. Et on ne sait pas toujours, quand on est soignant, on ne sait pas toujours à quel moment il faut parler du long terme. On ne voudrait pas être porteur de mauvaises nouvelles. C'est toujours un peu délicat d'aborder la question du long terme, quel que soit le chapitre. Et puis il y a des personnes qui avancent que quand c'est pas le moment de vivre un événement, c'est pas le moment d'en parler. Et ça, c'est quelque chose qui est très discutable. On a quelquefois des soignants qui ont beaucoup de mal à parler, par exemple, des troubles de la fertilité, parce qu'on se dit, c'est pas à 13 ans qu'on leur souhaite d'être parents, et on est bien d'accord. Mais c'est important aussi de savoir où on va, quand on sait que c'est un chapitre qui sera très compliqué, qui a du coup un projet parental qui pourrait être impacté. C'est important, en fait, que l'adolescent, en fonction aussi de son stade de développement, de maturité, puisse s'emparer de ces questions qui le concernent et qui vont venir peut-être à un moment, si la question se pose pour eux plus tard, à l'âge adulte dans un projet, vont revenir sur le devant de la scène. Donc le fait d'y être préparé, d'avoir identifié des interlocuteurs potentiels, ça c'est vraiment important. Ouais. Et du coup, de l'autre côté, en service adulte, il y a quand même potentiellement une régularité. Si c'est une maladie chronique, les patients doivent revenir régulièrement, mais c'est le fait qu'ils soient moins accompagnés, moins... vous parliez du rôle de soutien, de rappeler si le patient venait pas en consultation. Ça, j'imagine que ça se fait plus dans le service adulte, mais qu'est-ce qui fait que c'est si violent de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Ce qui fait que c'est si violent, c'est déjà l'arrivée. Parfois, les jeunes, ils ont vraiment un sentiment d'abandon. Ça, c'est
très décrit. Ils peuvent arriver dans un univers qui est prévu pour des adultes alors qu'ils sont jeunes. Un jeune patient, c'est un jeune qui est pas forcément autonome, qui sait pas forcément se repérer, qui a pas forcément les codes, qui a des modes d'expression qui vont pas forcément être les mêmes que les adultes, même s'il va être extrêmement dégourdi sur certains chapitres. Il y a aussi l'injonction à l'autonomie. On va leur demander quelque part d'être autonomes dans leur traitement, autonomes dans leur gestion administrative. Ça, c'est un chapitre en soi. Alors que ils ont 17-18 ans et qu'ils ne sont pas autonomes du tout pour gérer les tâches quotidiennes à leur domicile et plein de choses qui concernent un adulte. Donc, on voit qu'il y a un hiatus quelquefois entre ce qu'on leur demande à leur âge et ce qu'on demande à leur père, en fait, qui n'ont pas de maladie chronique ou de handicap. Ce qui fait que c'est aussi compliqué, c'est que la place des parents, elle est mal définie. Dans les services d'adultes, même avec beaucoup de bienveillance, il n'y a quelquefois pas de connaissance précise de quelle est la place des parents. Est-ce qu'ils peuvent ou pas venir en consultation? Comment on gère la confidentialité quand le patient est mineur, quand le patient est majeur, quand le patient veut pas, quand le patient n'est pas autonome, quand il est possirelationnel, etc. Donc il y a beaucoup de questions. Et c'est vrai que souvent, les gens composent un petit peu comme ils peuvent dans ces situations de services qui, quelquefois, pendant des décennies, n'ont pas accueilli d'enfants qui venaient de la pédiatrie. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de maladies pour lesquelles il y avait un décès à l'âge pédiatrique. Okay. Et donc, comme il n'y avait pas d'atteinte de l'âge adulte, il n'y avait pas de structure qui les accueillait. Donc, il y a aussi de l'impro. De la nouveauté, quoi. Exactement. Et puis, la confrontation avec le long terme, on en a parlé. C'est vraiment là qu'on réalise la chronicité de l'état et le fait que la maladie, le handicap va accompagner parfois toute la vie. Parlons du rôle des parents. Vous parliez de toutes les procédures administratives qu'il y a à prendre en compte en plus de la gestion des traitements quand on est atteint d'une maladie chronique. Est-ce que les ados dans cette configuration sont indépendants plus tard que les autres adolescents qui n'ont pas de maladie chronique parce que justement ils doivent toujours s'appuyer sur l'aide de leurs parents à ce moment-là? En fait, ça va beaucoup dépendre des situations. Déjà de la situation de santé. Est-ce qu'il y a une déficience cognitive ou sensorielle qui va compliquer les choses, ou une pathologie psychique qui va limiter l'autonomie pratique? Quels sont les besoins? Est-ce qu'il y a des traitements qui sont contraignants ou est-ce qu'il n'y a pas de traitement ou peu? Des régimes? Est-ce que quand il y a un risque de dégradation, voire de mortalité quand il y a un arrêt du traitement? Donc forcément, les choses vont se jouer différemment. Ça va dépendre aussi des besoins administratifs. Est-ce qu'il y a besoin de rendez-vous fréquents, des rendez-vous longs? Est-ce qu'il y a un éclatement des soignants dans plusieurs centres, plusieurs hôpitaux? Parfois, on a des patients qui vont être suivis à l'âge adulte dans 5 hôpitaux différents. Donc, on imagine que ça va être assez compliqué quand il n'y a pas de chef d'orchestre, qui est souvent le cas en pratique. Le dossier MDPH et quelquefois donc la maison départementale des personnes avec un handicap, c'est un gros sujet pour les familles. C'est souvent très compliqué. C'est indispensable pour ouvrir des droits et des droits qui progressent, mais c'est très lourd à gérer souvent pour les familles même qui ont développé une certaine agilité dans le domaine. Et puis, ça dépend aussi de la culture de chaque famille. Certains jeunes adultes, ils apportent leur linge chez les parents à 35 ans et c'est OK. En fait, chaque famille, elle a ses codes, elle a ses coutumes. Et aussi, pour se montrer les uns aux autres qu'on prend soin, qu'on s'aime, qu'on est présent. Et donc, l'autonomie va se décliner de manière différente selon les environnements. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir aussi en tête quand on est soignant ou éducateur. C'est vraiment respecter aussi ce tempo familial. S'il est ajusté et permet une prise d'envol, c'est quelque chose qu'on doit aussi prendre en compte et respecter. S'appuyer sur les parents, ça restera indispensable pour certains qui auront une autonomie qui est limitée. Et ça renvoie à la question de l'autonomie. Moi, j'aime bien la définition de Paul Jacquin sur l'autonomie, qui est l'autonomie, c'est pas savoir faire tout seul, c'est savoir demander de l'aide, savoir à qui et à quel moment. Et on voit que c'est quelque chose qui peut être accessible, quelles que soient les circonstances. Voilà. Et puis, on peut déjà encourager l'autonomie assez tôt, dès le collège, dans des choses
pratique avec des enjeux au départ limités, comme aller à la pharmacie, remplir le pilulier pour ceux qui en ont, garder les comptes rendus dans les dossiers à la maison, s'emparer de Doctolib, c'est quelquefois plus simple pour les digital natives que pour les parents. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il peut y avoir une autonomisation encadrée par les parents, encouragée, et qui donne aussi confiance aux parents dans la capacité du jeune à savoir faire et à prendre son envol. Et donc ça, c'est très vertueux. On parle du choc de passer d'un milieu enfant au milieu adulte, du point de vue relationnel, entre parents et enfants, que ce soit dans le cadre d'un enfant atteint de maladie chronique ou pas. Selon vous, qu'est-ce qui aide à s'adapter au nouveau rôle que prend chacun ? Alors un point clé, c'est la confiance. C'est ce qu'on constate au quotidien et qui émerge aussi de plusieurs recherches qu'on a menées. La confiance, c'est la confiance des parents dans leur jeune, dans sa capacité à s'autonomiser, à remplir ses tâches, entre guillemets, au sens conceptuel, s'autonomiser sur le plan pratique, mais aussi à exprimer ses besoins auprès des soignants, qui est un des objectifs de la transition, savoir dire son besoin, savoir rentrer dans une forme de négociation avec le soignant, qui soit pas dans une relation très descendante et à devenir acteur en fait de sa maladie. C'est la confiance aussi de la famille dans le système de santé, dans les soignants, et de la capacité du coup de la famille à s'emparer des propositions de soins et d'accompagnement qui peuvent lui être faits. C'est aussi savoir recourir à de l'aide extérieure quand c'est nécessaire, parce que c'est évident que c'est une période délicate tant pour le jeune et les parents, et c'est très classique et c'est quasiment incontournable à un moment dans l'adolescence d'avoir recours à de l'aide qui peut être très variable. Il y a les associations de patients, les associations de parents de patients, le recours aux soignants de proximité, les médecins généralistes, les pédiatres, mais aussi les soignants qui sont plus spécialisés en médecine de l'adolescent, les psychologues, sans toutefois rentrer dans un risque de pathologiser systématiquement les choses. C'est normal pendant l'adolescence d'avoir des périodes plus difficiles, d'avoir des moments plus classiques, d'avoir des mouvements avec des passages par de l'expérimentation, du refus, des troubles anxieux, parfois même de l'autodévalorisation qui peuvent aller jusqu'au sabotage. Alors, quelquefois, ça va très loin, ça va jusqu'au refus, à des troubles anxieux, troubles dépressifs, des ruptures, et ça, c'est très angoissant pour le jeune, en premier ordre, évidemment, mais aussi pour les parents, pour les soignants. Et ça nécessite d'être accompagné par des professionnels qui connaissent bien ça et qui peuvent essayer de limiter les risques et de permettre aux jeunes de rebondir avec son histoire propre et ses capacités propres. Et puis à la place de l'expérimentation qui est très importante dans l'adolescence, qui permet aux jeunes de tester en fait les nouveaux possibles qu'offre l'adolescence, et ça va pas toujours sans risque. On parle même des conduites à risque. C'est parfois une volonté vraiment de prendre un risque, de se faire du mal, d'expérimenter de la douleur, mais c'est aussi parfois la volonté de vivre plus intensément, de mieux ressentir aussi les choses sans forcément une volonté de mourir et de se mettre en danger. Donc ça aussi, ça s'accompagne. Et pour les parents, de manière continue, il est capital de garder le lien, en fait, de poursuivre le dialogue, quelles que soient les modalités. Ça peut être sous des modalités très variables selon les périodes, mais d'essayer de ne pas surenchérir dans les conflits, de se faire accompagner, et en se souvenant que de la difficulté pour l'adolescent à élaborer, à rationaliser, comme on l'a vu tout à l'heure, et parfois à partir de ces émotions qui sont aussi puissantes, aussi envahissantes à certains moments, en se disant, voilà, il y a ces réactions, elles se justifient aussi par l'adolescence, et il y a des choses qui passent, en fait. Et en parlant de se faire aider, d'utiliser des gens qui sont compétents, qui connaissent bien cette période, parlons de la plateforme Advenir. Qu'est-ce qui se passe concrètement avec cette plateforme ? Qu'est-ce que vous faites ? Racontez-nous tout. Alors la plateforme Advenir, l'espace Advenir, c'est une structure qui est au départ expérimentale, qui vise à accompagner la transition de la pédiatrie au service d'adultes pour les ados qui sont porteurs de maladies chroniques ou de handicap, et en
complémentarité avec ce qui est fait dans leur service référent, le service où est suivi leur problème de santé. On propose plusieurs interventions. Il y a des interventions individuelles auprès des jeunes avec des consultations de préparation à la transition où on fait un point complet sur la vie du jeune dans l'esprit de la médecine de l'adolescent. La vie du jeune avec la maladie, mais aussi la vie du jeune adolescent. Donc on balaye tous les sujets adolescents en fonction des préoccupations du jeune et on l'aide à élaborer un projet futur qui tient compte des contraintes éventuelles de la maladie ou en levant ces contraintes qui auraient été pensées à tort parfois. Pendant ce temps, les parents sont reçus par notre coordinatrice parce qu'ils ont eux aussi une transition à vivre et qu'il faut accompagner. Et ces consultations, parfois, elles débouchent sur un suivi par un médecin de l'adolescent ou par notre psychologue ou par notre infirmière adolescent en fonction des situations. On propose aussi des consultations avec un conseiller d'orientation spécialisé en maladies chroniques et en handicap qui sont très constructives. Et il y a des actions également collectives, des journées de transition plusieurs fois dans l'année où on regroupe des ados porteurs de différentes maladies chroniques, ce qui permet de se recentrer sur l'expérience singulière de porter une maladie chronique ou un handicap sans forcément se polariser dans le dialogue sur des questions thérapeutiques par exemple ou de lieux de suivi. Donc il y a des ateliers ludiques avec du théâtre forum notamment qui permettent d'aborder les choses avec cette culture ado qui est tellement sympa et créative. Et puis, les parents qui sont vus en parallèle dans un atelier qui leur est dédié, qui est construit en collaboration avec une association de patients. Ils font aussi du théâtre forum, les parents? Alors oui, il faut aussi une forme de théâtre, de jeu de rôle avec l'association AFA-Crohn RCH France qui anime en fait ces ateliers, qui leur permet de revoir un peu la situation, leur position vis-à-vis de la maladie, de leur enfant, de partager autour de leur expérience et c'est souvent très, très constructif. Et puis on a aussi un comité AJA, des adolescents jeunes adultes, un COM-AJA, qui se réunit ponctuellement pour que les jeunes puissent participer à l'élaboration d'interventions, d'outils. Donc c'est sympa pour recueillir leurs points de vue, leurs besoins et puis essayer de coller à leurs attentes aussi dans ce qu'on développe. Et enfin, il y a des actions de formation des soignants et une activité de recherche qu'on fait sur les thématiques de la transition pédiatrie service d'adulte, mais plus largement sur la question de la transition ado-adulte dans ces situations de maladies chroniques ou handicap et notamment la question de la qualité de vie, de l'insertion socio-professionnelle à l'âge adulte avec une maladie. Et ça, avec le recul que vous avez, parce que ça fait, vous me disiez, 6 ans, je crois, que la plateforme a ouverte, et que généralement, on peut dire qu'il y a un cas sur 3 de transition qui est un échec. Grâce à cette plateforme, est-ce que les chiffres baissent un peu sur ces échecs? Alors, on espère, on n'a pas de chiffres précis pour l'instant dans l'évaluation. C'est assez, on appelle ça les interventions complexes à évaluer, puisque il y a une forme de causalité qui est compliquée à établir, etc. Mais on avance sur cette question de l'évaluation pour essayer de voir. Et oui, si on est ajusté, si notre proposition, elle est impactante, elle est efficiente en vie réelle, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on cherche, quoi. Ce qu'on a vu, c'est que dans les recherches qu'on a, c'est déjà sur l'expérience du patient qui est déjà passée. On a une satisfaction quant à l'accompagnement, le fait d'avoir pu aborder certaines choses, une confiance chez les parents. Et puis, on voit aussi que les projets de recherche qu'on a menés depuis quelques années nous ont aidés à développer telle ou telle intervention pour pouvoir répondre aux attentes. Je pense aux conseillers d'orientation spécialisés maladies chroniques handicap, des podcasts aussi qu'on a mis au point, des vidéos qui vont bientôt sortir, qui sont voilà, des points qu'on a soulevés dans les attentes. Pour s'adapter au public, quoi. C'est ça, ouais. Rendre accessible en fait des messages très simples qui pourraient permettre d'améliorer cet accompagnement de cette période particulière. Ok, trop bien. Ma dernière question, c'est d'un point
point de vue plus personnel, qu'est-ce qui vous a fait vous investir déjà en tant que pédiatre et médecin des adolescents, et puis après dans la plateforme Advenir aussi? Alors déjà, c'est toujours intéressant de se questionner sur ce qui met en mouvement. On choisit jamais son métier complètement par hasard. Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui m'ont mis en chemin. Il y a le constat de ce défi en fait que doivent relever les jeunes dans ces situations, et aussi leurs parents qui doivent composer avec l'impact fort de cette maladie, ce handicap sur leur bien-être physique, mais aussi leur vie sociale, leur estime de soi, leur santé mentale, et plus tard leur insertion socio-professionnelle, tout le travail aussi qu'ils font dans la construction de leur identité. Certains disent accepter la maladie, d'autres disent on n'accepte jamais l'inacceptable, et on est plus dans le faire avec, dans le composer avec, et c'est vraiment un grand défi, et c'est très éloquent, très émouvant de voir comment les gens se construisent avec tout ça, et force notre admiration. Et on a la chance d'avoir dans le soin, d'avoir cette fenêtre en fait sur cette construction édifiante parfois, même si discrète, de ces jeunes et des parents. Et puis, et moi je suis aussi très attendrie, toujours très touchée dans la relation, dans la rencontre interpersonnelle avec ces jeunes et leurs parents qui partagent leur fragilité en fait, et qui se mettent à nu de manière quelquefois très humble et avec des mots très simples. Et je trouve que ça nous fait reconnaître nos propres fragilités en miroir, et ça nous rend très proches en humanité. Et c'est vraiment la force d'un lien qui se tisse dans le soin, de pouvoir expérimenter ce partage d'humanité croisée. Donc c'est un grand privilège en fait, je trouve, d'être dans le soin pour ça. Okay. Voilà. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Dernière question, je ne sais pas comment fonctionne la plateforme. Est-ce qu'il y a une plateforme de dons, si il y a des gens qui veulent donner en particulier pour la plateforme Advenir? Eh bien oui, merci beaucoup pour cette proposition. Du coup, oui, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter à la plateforme. Vous avez les coordonnées sur notre site internet. Ça peut être alors soit des dons à l'hôpital Robert Debré qui recueille des dons pour les projets, et qui peuvent ricocher pour les ados qui ont des maladies chroniques ou des handicaps qu'on accompagne. Et puis il y a aussi des possibilités de soutien financier de certains projets. On a toujours plein d'idées et toujours besoin de financer des projets spécifiques. Ça peut être même avec des sommes modestes ou des sommes plus importantes. Donc ça peut être... voilà, bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des possibilités et des souhaits dans ce domaine. On est tout à fait intéressés. L'appel est lancé. Encore merci beaucoup et belle journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir.